êtes sur TV5 Monde, c'est la rentrée et c'est parti pour une nouvelle saison de Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et francophone. Au sommaire, cette semaine, c'est devenu un visage et un nom, une histoire partagée par des centaines de milliers de réfugiés. Aylan, enfant syrien échoué sur une plage, est devenu le symbole d'une crise migratoire sans précédent en Europe. Incarne-t-il aussi le naufrage des Européens face à cette situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale ? Politiquement incorrect et clivant, Donald Trump écrase la primaire républicaine aux États-Unis. Plus il tape sur les Mexicains, plus il grimpe dans les sondages, même si les Américains doutent de sa capacité à diriger le pays. Le sulfureux milliardaire new-yorkais pourrait-il devenir le prochain président des États-Unis ? L'actuel président américain joue, lui, les équilibristes. Il lance un appel à agir pour le climat depuis l'Alaska, quelques jours après avoir validé une autorisation de forage en Alaska. À 3 mois de la COP21, Barack Obama, grand Manitou de la communication, veut-il surtout rendre les enjeux climatiques plus sexy ? Et si c'était bon pour la conférence sur le climat ? Pour décrypter tout cela autour de la table et avec nous en cette rentrée, Martina Timmermann, vous êtes journaliste à l'agence d'information EPD, Der Evangelische Pressedienst. Christian Rioux, merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien québécois Le Devoir. Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine, merci à vous aussi. Et Yves Tréhard, éditorialiste au quotidien français Le Figaro. Merci à vous quatre d'être venus décrypter l'actualité de cette semaine. Une actualité marquée par une image. Elle interpelle, elle choque, elle bouleverse. On était en mer depuis 4 minutes. Le passeur a vu que les vagues étaient très hautes, il a redirigé le bateau et puis il a paniqué, il a sauté à l'eau. J'ai essayé de prendre la barre, mais le bateau a chaviré. Les vagues étaient vraiment très hautes. Et ce n'est que plus tard que j'ai pris ma femme et mes enfants dans mes bras et j'ai compris qu'ils étaient morts. Voilà, il s'appelait Aylan, il avait 3 ans, un petit Syrien en route vers l'Europe, mort noyé aux côtés de son frère et de sa sœur. C'est à Kobané, ville en permanence sous la menace du groupe État islamique, qu'ils ont tous 3 été enterrés vendredi dans leur pays en guerre, qu'ils avaient fui. On va regarder cette une pour commencer de The Independent qui peut-être résume bien la semaine dans la presse. Somebody's Child, l'enfant de quelqu'un, c'est en fait l'enfant de tous. On en est là, il fallait une image aussi choquante pour secouer les consciences, Martina Timmermann. Je peux dire en Allemagne, on n'a pas eu besoin de cette image pour commencer à agir. Il y a eu une vague de solidarité depuis des semaines en Allemagne où des bénévoles, des particuliers, des églises, des entreprises se sont mobilisés pour aider les réfugiés. Donc, en ce qui concerne la photo, elle a été publiée par Bild, par le journal populaire, sur la grande page derrière, donc en grande page. Mais d'autres médias l'ont pris, mais flouté le visage du garçon. Et il y a eu quand même une douzaine de plaintes auprès du Conseil de la presse en Allemagne pour cette photo considérée comme atteignant la dignité humaine du petit garçon, puisqu'il est mort, et puis aussi pour une façon sensationnelle de journalisme. Elle vous choque, vous, cette image, Christian Rioux, comment elle a été perçue au Canada où le décalage horaire était plutôt favorable à sa diffusion ? Oui, je constate qu'elle a été publiée partout en Grande-Bretagne, même par des journaux qui ont des positions largement opposées à l'immigration et qui ne veulent pas de réfugiés sur leur territoire. Partout en Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. Chez nous, c'est selon, ça a été un peu comme en Allemagne. Nous, on ne l'a pas publié. On l'a publié le lendemain en petit dans un article qui portait sur la photo et non pas dans un papier qui portait sur les migrants. Chez nous, ceci dit, la photo a créé un véritable émoi, une petite tornade politique, je dirais, parce que, bon, d'abord, on a appris que la famille d'Aylan rêvait de venir au Canada. Il a une tante au Canada qui a essayé de faire venir non pas la famille d'Aylan, mais la famille du frère de son père, donc qui a essayé, mais qui a été refusée au Canada. Et je dirais que chez nous, la photo est venue mettre un peu d'animation dans une campagne électorale fédérale qui ennuyait tout le monde jusqu'à maintenant. Il faut dire que c'est la plus longue de notre histoire, 2 mois et demi de campagne. On n'avait jamais vu ça chez nous. On va avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais émotion aussi. Oui. En France, c'est la
suscité de l'émotion, mais comme en Suisse romande, elle n'a pas été reprise dans la presse. Que s'est-il passé dans les rédactions françaises, Yves Tréhard? Écoutez, voilà, ce qui s'est passé dans les rédactions françaises, je crois qu'il y a beaucoup de journaux qui ont avoué qu'ils ne l'avaient pas vu. C'est le cas du Figaro, je tiens à être tout à fait honnête et sincère là-dessus. Quand la photo est tombée dans l'après-midi, on ne l'a pas vue. Mais de toute manière, on l'aurait vu qu'on ne l'aurait pas publié, parce qu'il y a une jurisprudence au Figaro, on peut la contester, mais on s'y tient, qui est que, vous l'avez dit tout à l'heure, ma consoeur allemande l'a dit tout à l'heure, on ne publie pas de photos de morts à la une du journal, surtout que ce sont des otages, quand ce sont des gens qui sont dans des situations extrêmement délicates. On préfère publier leurs photos quand ils étaient vivants. On l'aurait vu qu'on ne l'aurait pas publié. Et on ne l'a même pas publié le lendemain dans les pages intérieures pour cette raison-là. Parce que notre rôle, estime-t-on, d'abord, c'était de dire, et je peux égrener les unes qu'on a faites depuis 2 ans sur le problème des réfugiés. On en a fait au moins une 30 ou une quarantaine. Et il fallait, c'est quand même assez, alors là, c'est là où c'est scandaleux, attendre cette photo qui, effectivement, pleine d'émotions, qui charrie... Sauf qu'il y a un avant et un après cette photo, vous n'avez pas loupé le coche. Il y a eu un avant et après la photo de cette jeune... de cette gamine au Vietnam qui avait été, après un bombardement au napalm des Sud-Vietnamiens, ça avait été un choc énorme et qui avait sans doute contribué, si vous voulez, à l'essoufflement, je dirais, des bombardements. Et puis, il y a d'autres histoires, enfin, il y a d'autres faits Tiananmen a pris une proportion énorme quand ce Chinois s'est présenté seul face au char. La photo, c'est une information. On n'a même pas besoin de la légender. Souvent, c'est une information. C'est absolument évident. Simplement, c'est quand même assez terrible de se dire qu'on est obligé d'en arriver là, à cette symbolique, alors que le problème des réfugiés court depuis, j'allais dire, bien avant d'ailleurs les révolutions dans les pays arabes, puisqu'il y a un problème de l'immigration avec ces ressortissants de l'hémisphère sud qui pensent aller vers un Eldorado qui malheureusement n'est pas un Eldorado. Et puis à cela s'est ajouté tous ces réfugiés. Ça, c'est des points sur lesquels on va revenir pendant l'émission, mais du coup, on c'est glisse terrible, très ça montre quand même la faiblesse des politiques face à un drame qui est un vrai défi. On va y revenir, c'est l'objet de cette émission. On va évidemment s'attarder là-dessus, mais on glisse tout naturellement vers vous. Ziad, il y a une autre grande route de migration. On parle de la Méditerranée, qui est un cimetière des morts africains. Il y en a eu beaucoup. Comment il est perçu, ce choc, ces témoins en Europe, sur le continent africain? Est-ce que ça paraît un peu superficiel? Non, il y a eu une émotion très forte. Parce que d'abord, il y a un lien, j'allais dire, émotionnel entre une grande partie de l'Afrique et le Moyen-Orient. Je veux dire, si on parle de l'Afrique du Nord, il y a un regard, j'allais dire, passionnel, émotionnel qui est croisé. Les révolutions ont commencé à Tunis. Au départ, la Syrie, c'est quand même un phénomène révolutionnaire intérieur qui dégénère en guerre civile. Donc, il y a des résonances qui sont très fortes et il y a des opinions qui sont très fortes. Une grande partie de l'opinion, j'allais dire, on va la caricaturer un peu rapidement, sud, entre guillemets, c'est de dire que l'Amérique, en première étape en 2003, puis les errements de la politique européenne ont créé un gigantesque chaos au Moyen-Orient et que ce chaos et cette fracturation et cette déstructuration et ces pays qui se fracturent, eh bien, c'est une catastrophe humanitaire qui revient vers l'Europe parce que c'est, j'allais dire, le safe haven, le petit paradis qui se trouve à la portée de la main. La deuxième chose, je pense aussi qu'il y a quelque part aussi l'impression qu'on a négligé les morts d'Afrique qui étaient somme toute banale, cette émigration économique, c'était rentré dans les images. Bon, alors de temps en temps, il y avait un bateau qui coulait, il y avait la marine italienne. Il y a eu des images très fortes, sauf qu'elles sont passées, elles ont ému, mais moins. Je sais pas, je peux vous rappeler cette photo qui a été prise par des gens sur un bateau italien, de gens qui coulaient littéralement. C'est-à-dire, les images, on les voit couler au milieu de la Méditerranée. Donc je pense qu'il y a eu cette petite sensation que... par l'effet de loupe médiatique, j'allais dire une victime syrienne prenait une importance absolument incroyable par rapport aux dizaines de milliers de victimes qu'il y a eu, etc. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une espèce de message vers l'Europe. Cette crise est là pour durer parce que vous êtes coincés, ce que vous disiez tous les deux, entre deux fronts. Un front Est qui est un front de migration, j'allais dire, politique, guerrière, l'explosion du Moyen-Orient, et un front Sud qui est un front très ancien de migration. Alors, moi, je veux bien le côté, il ne faut pas que les économiques viennent, mais pour les économiques, c'est le même débat que pour les politiques dans leur tête. Ce n'est pas une question de est-ce que j'ai un permis de travail ou pas. C'est est-ce que je vais crever dans le désert ou est-ce que je vais m'en sortir. Il y a une question de sémantique qui vient d'arriver. Les mots sont importants. Et vous le disiez, vous, européenne. Yves Tréhard, cette semaine. Il y a une nuance quand même entre migrants économiques et réfugiés. Est-ce
Est-ce que vous... Quand vous voyez qu'on l'entendez ou pas? trafique aujourd'hui des passeports syriens, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Le passeport syrien vaut de l'argent aujourd'hui parce que quelqu'un qui prend un passeport syrien peut dire qu'il est réfugié politique. Pour ces gens-là, économique, politique, et c'est la même chose. Pour un type qui aujourd'hui vit dans le Sahel ou dans le Darfour, sa situation économique, c'est exactement la même que pour un type qui est bombardé à Homs ou à Alep ou j'en sais rien. Donc... On va voir un dessin de Kroll paru dans le Soir de Bruxelles qui, je pense, illustre déjà bien cette problématique. Vous êtes arrêté là-dessus, sur cette nuance, justement, oui, dans les mots. J'ai Mais c'est peut-être plus du côté européen, d'ailleurs, que du côté des migrants. Oui, cela dit, il faut effectivement opérer cette distinction, parce qu'il y a des gens qui partent pour des raisons économiques et de très longue date. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Ça a été décrit il y a 25-30 ans par Jean-Christophe Ruffin, qui est un académicien de l'Académie française, un écrivain de l'Académie française et médecin du monde, j'ai envie de dire, dans un livre qui s'appelait « L'Empire et les nouveaux barbares ». Ce qui se passe aujourd'hui, il le décrivait il y a 30 ans, mais pour des raisons économiques, avec des ressortissants du Sud, notamment de l'Afrique subsaharienne, qui sont dans des conditions de vie compliquées, difficiles, et qui eh bien, sont pressés de partir au nord en quête d'un monde meilleur. Et à cela, c'est ajouté, et ça, je dirais que ça existe depuis que je suis journaliste. Ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans qu'il y a effectivement des passages de la Méditerranée. Vous voyez des gens au péril de leur vie qui essayent de franchir Et puis, vous avez effectivement ceux qui sont, alors là, sous la mitraille. Et là, pour eux, il y a une urgence, si vous voulez, c'est évident, parce qu'ils risquent leur vie au quotidien, jour et nuit, et donc ils étouffent, ils cherchent à partir. C'est vrai que l'Union européenne aurait tendance à faire cette distinction. Je crois qu'elle a raison de la faire, même si politiquement ça peut en choquer beaucoup. Je pense qu'elle a raison, parce que le problème n'est pas le même. Il y a une urgence d'un côté, et de l'autre, il y a un problème qu'il faut vraiment régler, et que les Européens, tout comme les Américains d'ailleurs, mais pour ce qui nous concerne ici avec l'Afrique, les Européens, ont fermé les yeux sur ce sujet, alors que c'est un sujet majeur. C'est le défi du XXIe siècle. Oui, alors si je peux dire, donc en Allemagne, on a parlé ces dernières semaines exclusivement de réfugiés. Donc toutes les images qu'on a vues, on n'a pas parlé de migrants comme on a fait en France jusqu'à la semaine dernière. Vous n'êtes pas confrontés tout à fait au même problème. Mais on a parlé, même en France, je crois, les demandeurs d'asile ou les réfugiés, enfin, actuellement, ils viennent surtout de Syrie, de l'Érythrée et des pays en guerre. Et moins, par exemple, du Sénégal, où c'était à une époque la mode de prendre la pirogue pour venir en Europe. Et d'ailleurs, c'est un pays qui a assez bien arrêter, ou au moins freiner l'émigration avec une politique sur place aussi, et puis avec une conscientisation sur place. C'est clair que tant que les gens pensent que s'ils arrivent en Allemagne, et d'ailleurs c'est peut-être un peu contre-productif ce qu'on fait actuellement, mais quand ils voient qu'ils sont bien accueillis, les gens les applaudissent, etc., ça peut créer des vocations. Ils sont des milliers en ce moment même arrivés en Allemagne, ils sont chaleureusement accueillis. On va en voir quelques images. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'une réaction compassionnelle, sincère, mais de circonstances? Tout fonctionne dans la même boîte. C'est-à-dire que les Allemands ont une capacité aujourd'hui d'absorber du monde, donc forcément c'est plus facile pour eux que pour une société française qui est complètement omnibulée par le problème du chômage et qui, il faut le dire, travaillé par un discours identitaire depuis de nombreuses années. Donc tous les réfugiés, en particulier musulmans, c'est juste les catastrophes, c'est le diable qui débarque chez vous. Mais en Allemagne, on a de la latitude. Alors forcément, et puis c'est un pays plus dynamique que nous. Mais juste une chose, cette petite photo-là, elle a quand même tout changé en quelques heures. C'est-à-dire qu'il y avait une désunion européenne. D'un seul coup, on a un couple franco-allemand qui fonctionne de manière politique, qui donne des directions de manière politique, même si les opinions publiques ne sont pas d'accord. Et d'un seul coup, sur la Syrie, il y a quand même quelque chose qui se passe autour de ce dossier, qui est de dire ça ne peut plus durer. C'est-à-dire que depuis des mois, on laisse rouler, enfin des années, on laisse cette guerre s'envenimer, on bombarde comme d'habitude des hauteurs. Et là, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience que sur le terrain militaire, sur le terrain diplomatique, il faut arrêter ce conflit qui a atteint, j'allais dire, son paroxysme au point de excusez-moi du terme un peu ambigu, au point de gêner des puissances européennes. Ça, c'est un point très important, parce qu'on parle effectivement de l'aspect humanitaire, qui est loin d'être négligeable, mais je pense que ça peut être un tournant dans l'approche
du front, si vous voulez, anti-Daesh, avec une position... La Grande-Bretagne va se positionner cette semaine. On attend une déclaration de François Hollande demain. Il y a un débat à l'intérieur du gouvernement français. Comme vous savez, il y a deux philosophies. Mais là, on attend des déclations Il y a une philosophie plus directes. qui est celle du Quai d'Orsay, qui consiste à dire surtout pas aller sur le terrain et ne pas bombarder en Syrie Daesh. Et puis le débat des militaires, et notamment du ministre de la Défense, qui dit... Puisque on tape sur les Daesh en Irak, il faut aussi taper sur Daesh en Syrie, parce que il faut être, somme toute, assez logique. Il faut quand même rappeler que Daesh... Est-ce que quelque chose va changer? Mais oui, c'est pour ça que cette photo... que ça va réellement c'est pour ça que cette photo, elle change sur, sans doute les comportements sur le plan humanitaire, mais elle va aussi sans doute changer sur le plan diplomatique et politique, parce qu'on va se rendre compte de toute manière que ce flux de réfugiés qui vient, pour ce qui est des réfugiés du Moyen-Orient, on ne pourra pas le tarir tant qu'on n'aura pas résolu le problème sur place. Mais il y a un débat qui va s'installer. Il y a un débat qui va s'installer très vite, c'est de savoir s'il faut aller au sol. Et là, évidemment, il y a quand même des exemples récents qui montrent qu'à chaque fois que les Occidentaux sont partis la fleur au fusil pour régler les problèmes au sol, ça a toujours été une catastrophe, l'Afghanistan, l'Irak. Et c'est là que le vrai débat va se poser. Parce que bon, le débat émotif, humanitaire, il va durer une semaine, il va durer 2 semaines. Après il va s'éteindre, on va l'oublier, cette photo. Ça sera, je pense que oui. Mais le vrai débat, il va se faire à partir du moment où on va parler d'une intervention pour régler le problème à sa source. Au Canada, par exemple, l'immense majorité des humanitaires qui réclament qu'on accueille, sont contre une intervention, par exemple. Là-bas, sont même contre l'intervention canadienne, radicalement opposés. Le Parti libéral, le Parti néo-démocrate, par exemple, est radicalement opposé à la politique de Stephen Harper, qui, lui, explique qu'il fait beaucoup pour la Syrie, justement parce qu'il intervient. Parce qu'il intervient en Syrie, même s'il n'accueille pas beaucoup de réfugiés, il accueille très, très peu de réfugiés. Donc, on a des gens interventionnistes qui accueillent peu de réfugiés et des humanitaires qui veulent accueillir des millions et des millions de réfugiés, mais qui ne veulent pas régler le problème à la source. On ne parle jamais, d'ailleurs, de ce qui se passe en Jordanie, au Liban, en Turquie. Est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir là-dessus avant même d'aller... Ça va viendre, parce que tout le monde se focalise, ce que je peux comprendre, hein, y compris moi, parce que c'est naturel, tout le monde se focalise sur Daesh. Mais même si on arrivait aujourd'hui, par un certain miracle militaire, à décapiter cette organisation tout de suite, à la rendre impuissante, on n'aurait pas réglé les problèmes de fond politiques en Syrie et en Irak, qui sont le cœur, j'allais dire, de la centrale, qui sont le conflit sunnite-chiite, le conflit confessionnel, et excusez-moi de le rappeler, encore une fois, qui sont aussi le résultat d'une intervention américaine à gros coups de sabot en 2003, qui a fait sauter tout un système. Et le Liban n'a pas de président ni de parlement depuis 3 ans. Ils ont 1 million de réfugiés. La Jordanie tient par un fil. Donc tout ça est lié. Et les Turcs, dont on pensait qu'ils étaient, j'allais dire, immunisés par le chaos oriental, par la question kurde, ils y reviennent. Ouais. Donc je pense que tout ça va être là. Mais c'est pour ça que je dis, en Syrie par exemple, le débat, c'est pas que Daesh, c'est aussi Assad, pas Assad. Personne ne répond à cette question aujourd'hui. Enfin, on répond avec des mots qui changent, neutraliser, pas neutraliser. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on... Ça, on va y venir, j'imagine, dans la semaine qui arrive. On va revenir en Europe dans l'immédiat, puisque la femme de la semaine, c'est Angela Merkel. Angela Merkel qui ouvre la porte aux réfugiés, si on peut dire ça comme ça. 800 000 demandes d'asile sont attendues en Allemagne. C'est elle qui a trouvé les mots les plus justes cette semaine, mais elle a été largement tensée par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Il a été dit que ceux qui arrivent en Allemagne auront de fortes chances d'obtenir l'asile ou un statut de réfugié politique. Et compte tenu de la situation actuelle en Syrie, ce n'est pas une surprise. Et ça devrait être en fait la même chose dans tous les pays européens. Le problème n'est pas européen. Le problème est allemand. Personne ne veut rester en Hongrie. Nous n'avons aucun problème avec ceux qui voudraient rester en Hongrie. Personne ne veut rester en Hongrie, ou en Slovaquie, en Estonie, en Pologne. Tous veulent aller en Allemagne. Vive Merkel ? Oui, donc attendez, il faut quand même il faut mettre tout ça en perspective. En gros, en Europe, vous avez 2 fronts. Vous avez le front occidental de la vieille Europe, avec une Allemagne qui est très présente, très offensive. Qui a l'air à la pointe quand même cette semaine, contrairement à la France. C'est évident. Et d'ailleurs, l'Europe, on dit souvent l'Europe est allemande
sur le plan économique, mais elle l'est de tous les points de vue, là, pour le coup, diplomatique, parce que dès que Mme Merkel dit quelque chose, ça a du poids. François Hollande... C'est peut-être aussi que la France n'a rien dit. Oui, mais justement, il aurait été bienvenu que François Hollande se saisisse du sujet depuis bien longtemps, depuis très longtemps. Il ne l'a pas fait. Il y a deux fronts, si vous voulez. Alors nous, on est à la remorque des Allemands aujourd'hui, on a un peu changé de pied, puisque ça a été quand même un grand cafouillage en France, on était contre les quotas, maintenant on est pour, enfin bon... Mais vous avez des pays qui sont les pays de la vieille Europe, qui sont des pays d'immigration, historiquement d'immigration. Et les pays dont celui de M. Orban, c'est-à-dire la Hongrie, l'Estonie, la Tchéquie, tous ces pays d'Europe centrale, étaient des pays d'émigration. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pays qui ont l'habitude de recevoir des populations extérieures. C'est généralement leur population qui s'exilait à l'ouest de l'Europe. Et donc c'est pour ça que aussi... En dehors du fait que M. Orban est un conservateur pur sucre, et on peut dire peut-être au-delà, si vous voulez, c'est toute une région de l'Europe centrale qui n'a pas le même logiciel d'une certaine façon que nous. C'est pour ça qu'une politique à 28 n'a pas de sens. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas de plan quand même. Quelles que soient les nuances où qu'on se situe, il n'y a pas de plan. L'extrême droite est faible, excusez-moi, et c'est pas un hasard si le débat sur cette crise, il est de plus en plus, j'allais dire, crispé dans des pays où les extrêmes droites font des scores élevés. Monsieur Orban, vous pouvez l'appeler conservateur, c'est un populiste qui est à la limite de l'extrême droite, qui a un discours extrêmement, j'allais dire, populiste sur un certain nombre de questions et qui va dans le sens de ça. Quand il dit je veux pas de musulmans, quand il dit je veux pas, ils prennent même des décisions qui sur le plan symbolique sont terribles. Je veux dire, de laisser ces gens marcher sur des autoroutes, mais c'est consternant. Et d'ailleurs, il heurte les valeurs de l'Europe. Ben oui, chrétienne même, si on veut dire. Il l'avait déjà fait sur plein de choses. Il faut quand même rappeler que les valeurs de l'Europe, c'est de recevoir des réfugiés, c'est de porter aide aux réfugiés. C'est pas nécessairement de recevoir des migrants économiques. On revient à notre distinction tout à l'heure. Penser une politique commune de l'Europe, des 28 pays, une politique uniforme en Europe, ça n'a pas de sens. Quand on pense à la différence entre ces pays, même la Grande-Bretagne ne fait pas des miracles sur la question de l'immigration. Même la Grande-Bretagne a des réticences énormes, alors qu'économiquement, elle va très bien. Et il faut là-dessus une politique volontaire des pays, une politique de volontariat. Il n'y a pas l'idée de quotas uniformes en Europe est une aberration. Oui, c'est supprimer l'autonomie en matière d'immigration de chacun des pays. Vous savez que le Québec, lui, dans le Canada, a regagné une autonomie en matière d'immigration parce que c'est fondamental. C'est fondamental à l'identité d'un pays. Le progrès, c'est tout à fait utopique. Schengen, c'est des frontières communes, Christian. Tu peux pas dire je suis dans Schengen et j'accepte. Il y a un moment, il va falloir que les gens qui font Schengen acceptent une même politique migratoire. Exemple. On a décidé pour faire éclater l'Europe. On a décidé de faire des hotspots, un mot très technique, pour process les gens qui arrivent pour vérifier s'ils sont économiques, politiques, etc. C'est pas les Italiens tout seuls qui vont faire les hotspots en Catane et en Sicile quand ils reçoivent 10 000 personnes par jour. Donc c'est forcément un effort qui va être financé par des fonds européens. Qui ne sera pas égal dans toute l'Europe et qui dépendra de chacun des pays et de la volonté de chacun des pays. Sinon, on fait éclater l'Europe. S'il n'y a pas de volonté. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un problème. Il y en a une en Allemagne. Il y en a une en Allemagne. Il y en a une en France. Il y en a une en France. Il y en a dans un certain nombre de pays. Il s'agit de mobiliser ces efforts-là. Si l'Europe ne veut pas être défavorable, pardonnez-moi, l'opinion publique en France, alors en Allemagne, elle est plutôt favorable. En France, elle est plutôt défavorable et les politiques ne proposent rien. Donc est-ce que justement là, il n'y a pas en France, elle est plutôt partagée. Je pense que quand vous demandez aux Français s'ils veulent aider des réfugiés, ils vous disent oui en général. Je pense qu'ils vous disent oui en général. Ils hésitent quand on confond un peu les deux. Avant de continuer à discuter, je vous propose qu'on passe par un graphique qui, je trouve, est très parlant. Il date de l'année dernière. Regardez-le bien. Le carré blanc, c'est la population européenne. Et le petit carré blanc qui se trouve en bas à gauche, c'est le nombre d'arrivées de réfugiés et de migrants. La distinction a été faite déjà à l'époque. En 2014, il sera certainement un petit peu plus grand cette année, mais ça ne va pas changer fondamentalement la face des choses. Un autre chiffre, si la Syrie était la France, 32,5 millions de personnes auraient été déplacées par le conflit. Est-ce que finalement, c'est pas ça la vraie leçon de tout ce qui est en train de se passer quand on parle de masse migratoire, d'arrivée massive? Est-ce que justement, il n'y a pas ce manque de recul aussi par rapport à ce qui arrive et par rapport aux solutions à apporter? Il n'y a pas de manque de recul. Moi, je ne veux pas critiquer
les opinions telles qu'elles se manifestent ici ou là en Europe. Il faut quand même être sérieux. Les Français, quand ils s'expriment et qu'ils se disent très dubitatifs vis-à-vis d'une politique d'accueil, c'est parce qu'ils se disent, bon bah, c'est grotesque cette histoire de quotas, c'est vrai que c'est complètement grotesque. L'Europe décide d'en accueillir 120 000, mais attendez, 120 000, mais dans 6 mois, ça sera 300 000. Donc évidemment que les gens, ils ont un réflexe de se dire, mais c'est pas une politique ça. Et ce n'est pas une politique. Le problème, je vais vous dire, c'est que ça fait quand même 30 ans que l'Europe n'a aucune politique hors de ses frontières vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du monde arabo-musulman. On n'a pas de politique. Et on savait, regardez, les révolutions arabes sont arrivées, tout le monde était complètement démuni. Personne n'avait rien vu venir. Donc c'est quand même pas normal. Et il était évident que pour ce qui est des révolutions arabes, ça allait prendre le chemin d'une émigration massive de la part des Égyptiens, des Libyens, parce qu'on parle beaucoup de la Libye, de la Syrie. Attendez, j'ai pas terminé. On parle beaucoup de la Syrie et de l'Irak, mais on pourrait aussi parler de la Libye quand même aussi, vous voyez, qui est un chaos terrible. Et on n'a pas... Alors, ce qu'on demande surtout à nos gouvernants, c'est d'avoir des politiques qui ouvrent les yeux sur la situation hors de nos frontières. Et on n'est pas appelé, je suis désolé, même si l'Europe est une terre d'accueil, de réfugiés, d'émigration même, d'immigration, évidemment, mais il faut qu'il y ait quand même des limites et qu'il y ait une structure. Vous voyez bien que des pays, et j'en ai terminé après ça, vous voyez bien qu'un pays comme la France, dans certains de ses quartiers, dans certaines de ses régions, n'arrive pas à intégrer les populations qu'ils reçoivent, pour des raisons qui sont des raisons politiques. Donc, en voyant ce qui va arriver, c'est légitime que les Français se posent des questions. On peut parfaitement comprendre. Moi, je n'ai pas de jugement, mais deux questions. D'abord, on ne choisit pas son environnement. Alors moi, je veux bien toutes ces discussions que l'Europe, elle doit limiter, faire ceci, faire cela, mettre des murs partout, sortir les miradors, faire flotter des bateaux pour essayer de couler les types en Libye, etc. Mais on ne choisit pas son environnement. Encore une fois, on a parlé de 2 fronts, un à l'est, un au sud. Ils sont là pour des années. Quand je dis des années, j'ose même pas dire publiquement, c'est peut-être pour un demi-siècle ou plus. Donc, on est obligé d'avoir j'allais dire, d'être dans une part de pragmatisme. La deuxième chose, moi, je suis d'accord avec vous, les quotas, c'est pas terrible. Mais qu'est-ce que je fais ? Je reviens à la technique canadienne, chacun se débrouille dans son coin, et ça sera un gigantesque foutoir, excuse-moi Christian. Le Canada accueille très peu de réfugiés, ils ont été divisés par 2 depuis 10 ans. Migratoire. Imaginons, chacun fait sa politique migratoire. Les Allemands vont faire ça, les Français vont faire ça, les Anglais vont faire ça, on va prendre les meilleurs, pas les meilleurs. Enfin, il va y avoir une espèce de compétition terrible, parce que je rappelle aussi que le chiffre qui n'est jamais dit, c'est qu'il y a un déficit de population en Allemagne, que les Français font beaucoup d'enfants, mais ça ne durera peut-être pas longtemps, que l'Europe de l'Est, il n'y a plus de dynamique migratoire, donc c'est pas non plus un continent très jeune. Quand on voit que les Allemands ont besoin de 7 à 10 millions de personnes pour faire des tâches dans les 10 ans qui viennent, c'est pas dans le siècle prochain. Donc on veut imposer une politique d'immigration. Moi je dis on essaie au Canada de faire ça depuis 40 ans, ça marche pas. L'occasion d'y revenir. Alors le mot de la fin pour Martina, il faut qu'on avance. Voilà, je voulais dire un mot quand même. C'est qu'il faut arrêter les débats hyper idéologiques sur qu'est-ce qu'il y a aux portes, est-ce qu'il faut faire, il faut fermer. Ça va être la fin de l'Europe. On est là quand même avec des gens, des humains, migrants ou réfugiés qui sont là et qui ont froid ou qui sont malades, etc. Et donc, au lieu de faire des grands débats enflammés, on devrait peut-être enfin, et aussi en Europe, se dire mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Au lieu de dire on veut des quotas, on veut pas des quotas, on dit alors où sont des maisons ou des casernes ou je sais pas quoi où on peut mettre ces gens-là, ou comment est-ce qu'on envoie ce qu'on fait déjà, on envoie des bateaux de guerre en Méditerranée pour essayer de faire quelque chose contre les passeurs. Et quand même, il faut aussi réfléchir à une possibilité peut-être d'une immigration légale mieux réglementée qui laisse pas la place aux passeurs. Et ce sera le mot de la fin. Vous parliez de provisoire. Évidemment, on va y revenir dans Kiosque. Mais je vous propose de parler maintenant d'un autre débat enflammé. Il se trouve aux États-Unis. La primaire républicaine. Un candidat écrase tout sur son passage. Bien sûr, je ne veux pas parler du rappeur Kanye West, qui se verrait bien à la Maison-Blanche en 2020. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir ici également. Raciste, misogyne, complotiste. Je veux bien sûr parler de Donald Trump. Vous traitez les femmes que vous n'aimez pas de grosses truies, de chiennes, de traînées et d'animaux répugnants.
Est-ce vraiment, selon vous, des propos dignes d'un futur candidat à la présidence? Je pense que le problème numéro un de ce pays, c'est le politiquement correct. Et pour être honnête avec vous, ce pays n'a pas le temps d'être politiquement correct. Il a eu cette phrase sur les immigrés mexicains. Ils amènent la drogue, la criminalité, ce sont des violeurs, et certains, j'imagine, ne font pas de problème. Non, vous n'avez pas demandé la parole. Vous n'avez pas été appelé. Retournez chez Univision. D'un signe de tête, Donald Trump demande à son service de sécurité d'évacuer George Ramos de la conférence de presse. Le présentateur de la chaîne hispanique Univision sera finalement autorisé à revenir dans la salle et posera plusieurs questions au turbulent milliardaire sur l'immigration. Ce n'est pas un héros de guerre, il a été capturé. John McCain, qui a subi la torture, prisonnier durant 5 ans au Vietnam, un républicain des plus respectés. Moi, j'aime les gens qui ne se sont pas fait capturer. Voilà, on rigole sur ce plateau, mais Donald Trump est là, il est incontournable. Il fait la course en tête pour l'investiture républicaine à la présidentielle, 30% d'intention de vote dans le dernier sondage national. L'avait-il lui-même envisagé? C'est la question qu'on va poser au correspondant du quotidien suisse Le Temps aux États-Unis. Stéphane Bussard, merci d'avoir renoncé une grasse matinée pour nous. Donald Trump est-il simplement un richissime mégalomane? Est-il un peu fou? Alors c'est un peu la perception qu'on pourrait en avoir en Europe, effectivement. Mais c'est vrai que c'est la grosse surprise de ces primaires. Donald Trump avait déjà manifesté son intérêt pour la présidentielle, mais cette fois, visiblement, c'est un perturbateur de ces pré-primaires, puisque les primaires, on sait qu'elles commencent en février de l'année prochaine. Donald Trump, quelque part, Oui, dites-moi. Pardonnez-moi, on sait qu'il s'adresse vraiment à la psyché américaine, si on peut dire ça comme ça. À qui s'adresse-t-il et surtout qui l'entend? Alors, s'il a autant d'impact et s'il est aussi en tête des sondages, c'est pour une raison simple, c'est c'est un populiste, c'est un peu paradoxal puisqu'il fait partie de l'élite, du 1% d'ultra-riches aux États-Unis. D'autre part, c'est un personnage qui a compris comment utiliser la fibre populiste pour justement essayer de convaincre un électorat que je dirais un peu désabusé, qui ne croit plus dans les institutions, qui ne croit plus dans le gouvernement, qui n'a pas confiance dans le Congrès. Et puis, c'est un électorat particulièrement blanc, je dirais. Il y a même des mouvements identitaires, des mouvements suprémacistes qui se sont ralliés derrière Donald Trump. Il y a même le site internet néo-nazi The Daily Stormer qui a approuvé la candidature de Donald Trump comme candidat présidentiel. Donc il tape là sur un électorat désabusé qui monte en puissance et qui recoupe en partie tout l'électorat du Tea Party qui a émergé à partir de 2010, à peu près un an après l'élection de Barack Obama. Alors un électorat désabusé, mais avec quel programme ? Alors c'est ça le problème. Donald Trump n'a pas de programme. Grosso modo, il avance beaucoup de slogans simplistes, mais c'est ça qui a aussi beaucoup d'impact, puisque cet électorat considère qu'il ose dire les choses, il a un franc-parler, il est le contraire du calcul politique qu'on voit beaucoup auprès de personnes comme Hillary Clinton ou Jeb Bush, et ça c'est très apprécié. D'autre part, ce que je dirais avec Donald Trump, c'est qu'il a aussi compris ce qui se passait aux États-Unis en termes de démographie, puisque, grosso modo, l'Amérique est en train de traverser un bouleversement démographique. En 2044, les hispaniques seront beaucoup plus nombreux et les blancs, dit-on, ne seront plus majoritaires, ce qui est un événement considérable. Alors Donald Trump, quelque part, se fait le porte-parole, le héros de tout cet électorat blanc qui se sent, disons, en décalage par rapport à cette évolution démographique aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui le motive? Il est richissime, il pourrait rester dans sa Trump Tower à New York et regarder la vue. Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi veut-il être président? Pour ne rien vous cacher, je pense qu'il
Je pense qu'il doit être surpris lui-même parce que c'est sûr que lui est toujours en quête de visibilité. Il a toujours tenté des coups médiatiques. On se rappelle toute la polémique autour du certificat de naissance de Barack Obama en 2011. Donald Trump estimant qu'il était peut-être né au Kenya et non aux États-Unis. Donc il est toujours en quête de visibilité. C'est une star de la télé-réalité. On sait qu'il a animé pendant 14 ans une émission sur NBC qui s'appelle The Apprentice. Et tout le monde connaît le slogan qu'il utilisait à chaque fois, « Vous êtes viré ». C'est un slogan qui a fait le tour des États-Unis. Donc Donald Trump est un personnage qui est en quête de visibilité et qui a trouvé ici une manière de se mettre en évidence qui met le Parti républicain dans un réel embarras. Dernière chose, est-ce qu'il peut devenir président des États-Unis ? Alors, je dirais qu'il peut aller encore assez loin dans les primaires républicaines, puisque les primaires républicaines ont tendance à virer à droite et à privilégier les ultra-conservateurs, voire les populistes. Par contre, au niveau d'une élection générale, je pense que Donald Trump a deux lacunes fondamentales. La première, c'est qu'il est extrêmement léger quand il est question, par exemple, de politique étrangère. Il ne sait pas distinguer le Hamas du Hezbollah ou les forces Al-Quds iraniennes des Kurdes. Et d'autre part, effectivement, étant donné qu'il s'adresse beaucoup à un électorat blanc, il peinera à convaincre un électorat beaucoup plus large, notamment les hispaniques, qui jouent un rôle absolument fondamental maintenant dans les élections présidentielles. On l'a constaté en 2012 avec Barack Obama. Absolument. Merci Stéphane. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir s'y faire et s'en accommoder encore pour quelques temps. Débrouillez-vous, titrait récemment le Time. Time qui d'ailleurs, c'est une anecdote, mais ça dit beaucoup sur le personnage. C'est le Time qui avait révélé le secret sur la coupe de cheveux de Donald Trump. Si j'en parle, c'est parce que c'est un sujet de moquerie, mais que lui-même en rit. Donc on a vraiment affaire à un drôle de personnage. Est-ce qu'on pourrait le comparer? Est-ce que Donald Trump est en quelque sorte le Silvio Berlusconi des États-Unis? Je ne veux pas parler de la coupe de cheveux, là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. En fait, il y a des points communs, évidemment, le côté médiatique. Mais si Donald Trump se rend jusque-là, et s'il survit encore quelques mois, parce que la campagne va être longue et elle est loin d'être terminée, c'est d'abord parce qu'il a beaucoup d'argent, énormément d'argent. Vous savez que la Cour suprême a levé les plafonds de dépenses d'argent aux États-Unis. Donc, on peut maintenant investir des milliards dans les campagnes et on a le droit de le faire. C'est aussi parce que, je crois, on assiste à une certaine radicalisation des partis depuis un certain nombre d'années aux États-Unis. À la fois des démocrates qui deviennent un parti un peu clientéliste, les femmes, les Noirs, les Hispaniques, on y va comme ça, par couche, là, on accumule les couches. Et le parti républicain qui est un parti qui se range à droite et qui se radicalise à droite. Il y a de moins en moins de gens comme M. McCain, par exemple, que chez nous, au Canada, on appelle des Red Tories, par exemple, des espèces de conservateurs, mais qui veulent préserver l'État, qui veulent le conserver. Et surtout, M. Trump va chercher les gens qui ne croient pas dans les partis politiques, donc qui les rejettent. Et cette population-là, un peu partout dans le monde, elle augmente. Mais je ne crois pas que M. Trump dépassera beaucoup le mois de février ou le mois de mars. D'abord parce qu'il n'est pas sûr qu'il ait des financements autres que les siens. Voilà. C'est-à-dire qu'il est possible que l'establishment le flingue à un moment en ne contribuant pas à sa campagne et en le laissant évider. Alors justement, l'establishment, les élites, ça c'est important parce qu'il fait son lit justement en tout cas ce dédain des élites. Mais lui-même fait partie d'une élite. Du populisme, il n'y a pas besoin d'être pauvre pour être populiste. On peut être populiste milliardaire. En France, les Le Pen ne sont pas fauchés. Ils ont du patrimoine. Moi, ce que je trouve intéressant sur un plan purement américain, d'abord, c'est qu'il a flingué le Tea Party, qui était quelque chose de très idéologique, avec une vraie conception. Après, on peut discuter libertaire, anti-État, etc. Là, c'est du pur jus populiste. Non aux émigrés, les femmes sont des... Excusez-moi, je n'ose pas le dire à la télé, etc. Donc il y a un discours qui est très populiste, qui fonctionne bien avec disait très bien le journaliste qu'on a vu, ce qui fonctionne bien avec une minorité blanche, c'est-à-dire dans la communauté blanche, une minorité qui se sent assiégée, qui se sent et culturellement, je parle même des choses très simples comme les lois sur le mariage, la légalisation du mariage gay, la légalisation de la consommation de cannabis, cette espèce de libération de la société américaine, ça heurte profondément une partie de l'électorat blanc américain qui se dit on a un gars. Et en plus, c'est l'incarnation
l'incarnation du dream américain. C'est le type, il a fait fortune, il fait des tours, il fait des émissions de télé, il a un verre avec ça, donc ça fonctionne très bien. Moi, je pense qu'à un moment ou un autre, le Parti républicain va se retourner contre lui parce que c'est la seule certitude, c'est qu'ils se casseront la gueule si jamais il est le candidat. Alors, il vient de leur tirer une balle dans le pied en acceptant la règle du jeu républicaine. Il faut quand même être prudent. D'abord, Trump n'est que la traduction de ce qui existe aux États-Unis depuis pas mal de temps, et notamment à l'intérieur des États-Unis, où il y a une défiance vis-à-vis de Washington, et Washington, les institutions fédérales sont considérées comme incompétentes, corrompues, inefficaces, au-dessous de tout. Entre parenthèses, d'ailleurs, c'est un sentiment que vous retrouvez dans les opinions publiques européennes, puisque vous avez exactement la même chose qui se produit en Europe, avec la chose que remarquait Ziad, effectivement, c'est que là-bas, et notre confrère du temps, c'est-à-dire que là-bas, les Blancs ont peur d'être envahis par les Latinos, les Asiatiques, les Afro-Américains. Et qu'est-ce qui se passe en Europe? Nous, c'est les musulmans. Le discours, on le connaît. C'est-à-dire les racines chrétiennes de l'Europe sont menacées. Donc je dirais que c'est un discours, mais c'est un discours qui est beaucoup plus... qui est appelé, à mon avis, à durer et qui n'est pas éphémère. Attention, pourquoi? Parce que Hillary Clinton, dans son coin, elle est absolument pas populaire. Elle l'est peut-être sur les côtes, Est et Ouest, mais quand vous allez dans l'Amérique profonde, elle incarne justement tout ce que les Américains détestent. Et donc, il faut se méfier. Monsieur Trump pourrait... Vous savez, personne ne croyait que Mme Le Pen pourrait un jour, même dans les sondages, être qualifiée en première position à l'élection présidentielle. On n'y est pas, mais dans les sondages. Donc monsieur Trump, qui n'arrête pas de grimper dans les sondages, on ferait bien de se méfier et que peut-être ce monsieur, avec tout le délire qu'il effectivement... Vous pensez que peut-être il peut être sérieux mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? En plus, il avait fait une chose de très intelligente, si je puis dire, par rapport à des cas précédents aux États-Unis. Vous avez eu le phénomène Ross Perot. Mais Ross Perot avait fait la bêtise de ne pas se présenter à l'intérieur d'un parti. Donc c'était impossible. Lui, il a eu l'astuce de se présenter à l'intérieur d'un parti. Et qui dit que le Parti républicain ne va pas le choisir? Martina, effectivement, ça c'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y avait une élection entre Hillary Clinton et Trump, c'est Hillary qui gagnerait. Donc ça serait plutôt dans ce cas-là quelqu'un pour faire perdre les républicains. Mais c'est vrai qu'en ayant fait allégeance au Parti républicain et donc en renonçant à se présenter, si c'est pas lui le candidat, il est devenu... de l'outsider, il est venu à l'intérieur du système. Et c'est vrai que, comme ça, il est devenu sérieux et il faut le prendre au sérieux quand même. Alors, petite chose... Non, parce qu'on va avancer, pardonnez-moi. On va avancer. C'est le candidat, chez les Républicains, c'est le candidat pour lequel il y a le plus de républicains qui disent « jamais je ne voterai pour lui ». Voilà, c'est ça, donc, c'est ce qu'on disait, aussi l'envers la médaille, tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un candidat, évidemment, on verra quel sort lui sera réservé, peut-être pour boucler. Hillary Clinton, dont vous parliez, était à son mariage. Ça, c'est peut-être aussi des choses dont on pourra discuter lors d'une autre émission. Ils sont amis. Il a soutenu avec son argent la fondation Clinton. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donald Trump, quand même, encore, qui ne croit pas au réchauffement climatique parce qu'il ne l'expérimente pas au quotidien. Il pense que c'est juste de la météo. Pour son potentiel prédécesseur, si vous me suivez, c'est un enjeu majeur de la fin de sa présidence. Barack Obama était cette semaine en Alaska, d'où il a lancé un appel à agir vite pour le climat. Derrière moi, il y a l'un des glaciers les plus visités en Alaska. Et c'est spectaculaire, vous voyez. On va passer encore un peu de temps ici pour en apprendre davantage sur le recul des glaciers. Laissez-moi vous montrer un aperçu de la vue qu'on a de cette vallée incroyable. Vous voyez, là, c'est le lit du glacier et ça forme comme une petite langue de glace qui descend. L'extrême communication a parfois ses limites, mais le président du deuxième pays le plus pollueur de la planète est en quête d'images fortes. Il a même participé à une télé-réalité pour défendre ses propositions sur le climat. Elle sera diffusée en novembre, juste avant la COP21, le grand rendez-vous sur le climat à Paris. Une campagne très médiatisée qui va devoir assumer une certaine et récente controverse, cette décision de forer en Alaska où il se trouvait. On repart tout de suite à New York avec Stéphane Busser, le correspondant du quotidien suisse Le Temps. Stéphane, Barack Obama est-il un hypocrite du climat? C'est en tout cas ce que certains lui reprochent.
Voilà, on a beaucoup entendu cette critique. Je dirais que bon, les organisations environnementales sont dans leur rôle en décriant effectivement la concession qu'a accordée, pas la concession, mais l'autorisation qu'a accordée Barack Obama à Shell en Arctique. Mais je dirais que c'est un peu réducteur parce que Barack Obama a lancé effectivement une énorme opération de diplomatie publique en Alaska pour visuellement essayer de convaincre le peuple américain de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Barack Obama a dépensé moins d'énergie au cours de son premier mandat, même s'il a essayé d'introduire une bourse de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais maintenant, honnêtement, je pense que c'est une conviction vraiment personnelle pour lui d'agir là-dessus. Au mois de novembre 2014, l'année dernière, il a annoncé avec la Chine une volonté vraiment de prendre le dossier en main. Et ça augure relativement bien peut-être de la COP 21 à Paris en décembre. Ce que je dirais, c'est que Barack Obama a toujours essayé de trouver un équilibre entre son idéalisme et un certain réalisme. D'une part, il a beaucoup fait pour promouvoir toute l'industrie solaire. Par exemple, en 2014, la production d'énergie solaire a doublé par rapport à 2013. Ce secteur de l'économie a créé 10 fois plus d'emplois que le reste de l'économie. Et Barack Obama a annoncé maintenant sa volonté de réduire de 26 à 28% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et d'augmenter la part du renouvelable à 30%, alors qu'elle est à 7% aujourd'hui. Donc on voit qu'il a, pour lui, c'est très important. Je discutais même avec sa sœur lors de mon passage à Hawaï un jour. Elle me disait que c'est quelque chose qu'il a développé, cette fibre environnementale, lors de sa jeunesse, et d'être confronté à la nature, et avec sa mère qui l'emmenait nettoyer les rivières d'Hawaï. Donc, Obama, je pense que hypocrite, c'est un peu court. On sait très bien qu'il a quand même voulu utiliser aussi l'arme énergétique pour faire de l'Amérique un pays plus indépendant, moins dépendant du pétrole moyen-oriental. Et voilà. Merci donc, Stéphane. Merci Stéphane d'avoir été des nôtres depuis New York. Alors évidemment, il y a les énergies propres. Il y a bien sûr aussi aux États-Unis le gaz de schiste, les forages pétroliers. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce qu'on pourrait peut-être appeler une opération de communication en Alaska ? Il faut quand même être tout à fait sincère et honnête vis-à-vis de Barack Obama. L'environnement n'était pas quantité négligeable dans son programme quand il s'est présenté la première fois à la présidentielle. Mais il a un bilan médiocre en tout, Obama. Il vient de relancer l'émission, l'émission est repartie, c'est bon. Le bilan est... Non, mais attendez, écoutez, il y a... Comparé à un prédécesseur, on est déjà changé de division. Sur trois sujets capitaux, Barack Obama, qui est un homme de verbe et qui a probablement un charisme quand il s'exprime dans ses discours, comme on a rarement vu dans l'histoire contemporaine, il a fait 3 discours capitaux sur 3 sujets capitaux. Comment réconcilier l'Occident avec l'islam, le discours du Caire, souvenez-vous. Quel est le résultat? Nul. Le discours qu'il a prononcé à Prague puis à Berlin sur l'armement nucléaire, comme quoi il fallait désarmer les grandes puissances, résultat quasiment nul. Et il s'est même fâché avec Poutine. 3e discours, qui est le discours qu'il a prononcé il y a 3 semaines sur l'environnement, qui était un discours aussi extrêmement fort. Et je crains fort que, malheureusement, il ne soit pas beaucoup suivi des faits. Mais est-ce qu'il est sincère dans cette démarche? Mais attendez, pourquoi il n'est pas suivi des faits? Parce que s'il était suivi des faits, Barack Obama, ça serait opposé au gaz de schiste, justement. Mais il est pas... Vous voulez le faire passer pour... Attendez. Non. Moi, je pense qu'il est... Je pense qu'il est sincère. Il est aussi sincère que l'était Bill Clinton à la fin de son mandat, quand il a tout tenté pour la Palestine, par exemple. Ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas marché plus. Mais il aurait pu interrompre cette validation de forage en Alaska. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il défend la souveraineté, je dirais, énergétique américaine. C'est dans son mandat aussi de faire ça. Ceci dit, le geste qu'il pose là, c'est le genre de geste que les présidents américains posent en fin de mandat. Barack Obama n'a pas à être élu. Il peut choisir ses sujets. À la fin de son mandat, il a choisi ce sujet-là. Admettons, il est sincère. Est-ce qu'il est efficace? La COP21 a lieu dans 3 mois. Est-ce qu'il est efficace? Le pauvre Barack Obama, quand il est à droite, on le traite de droitiste. Quand il est à gauche, on le traite de gauchiste. On dit qu'il a pas assez. Non, mais je veux dire, c'est quand même un des présidents les plus raisonnables, les plus fonctionnels américains. Je vous rappelle quand même que le prédécesseur, dont on s'est farci 8 ans de bouchisme avec les dégâts qu'on paye aujourd'hui
tous les jours des factures kilométriques du néoconservatisme, de ce changement à modifier le monde. On a un président américain qui dit on prend le monde tel qu'il est, on essaye de le gérer tel qu'il est avec les moyens que j'ai. Et il a une opposition intérieure qui est ultra idéologique et qui fait tout pour le casser. Ça, c'est un. 2, sur le plan de la COP21, moi je dis juste une phrase, après je laisse parler tout le monde. On est absolument fasciné par Barack Obama, par ceci, par cela. Moi je rappelle que ceux qui payent la facture aujourd'hui et qui viendront alourdir le problème des migrations dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qui viennent, c'est les pauvres. C'est le Sud, c'est l'Afrique, c'est le Sahel, c'est toute la zone asiatique qui va du Bangladesh jusqu'au détroit de Malacca, etc. C'est là que ça va être catastrophique. C'est là que les chaleurs augmentent, c'est là que les rendements agricoles baissent, etc. Et on le voit aujourd'hui. Ces gens viendront alimenter les migrations. Martina Timmerman. C'est presque un mot de la fin. Mais on a envie de vous entendre, là-dessus, puisque l'agence EPD est sensible à ces questions-là aussi. Bien sûr. Et puis moi, je pense qu'en fin de mandat, il tâche à laisser une bonne image et avoir une belle... C'est pas le seul, d'ailleurs. Et l'environnement est un thème qui est porteur dans ce sens-là. Maintenant, après, pour voir ce que ça donne pour la COP21, c'est une autre question. Et on peut se douter s'il ne faut pas, après la COP21, un autre sommet, etc. pour arriver vraiment à résoudre le problème. Je m'adresse à vous, puisque le Canada est un autre mauvais élève et un peu dans la même région sur la question du climat. On en est où à 3 mois de la COP21? Qu'a fait le Canada et est-ce que les lignes bougent? Le Canada a fait connaître ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui sont évidemment relativement bas. Ceci dit, on sent que l'électricité passe plutôt bien entre François Hollande et Stephen Harper. Et quand on examine le genre de compromis sur lesquels la France et le Canada sont arrivés dans d'autres domaines, il y a plusieurs personnes chez nous qui se demandent si on ne se dirige pas vers une sorte de compromis à Paris entre le Canada, avec le Canada. Et on terminera là-dessus, parce que c'est aussi un sujet dont on va avoir l'occasion de parler, la COP21. On a encore 3 mois pour en parler. Mais donc, vous pensez qu'on se dirige plutôt vers un accord? Si je regarde les relations bilatérales entre la France et le Canada, notamment, où... Et ça sera la question de fond pour tout le monde. Ça va plutôt bien entre les deux pays. D'accord, plutôt optimiste. Yves Tréhard. Je crois qu'il y a des raisons d'être optimiste, parce que je pense que la popularité, je vais vous dire, c'est très cynique ce que je veux dire, mais que la popularité des dirigeants passe par une espèce de compassion environnementale vis-à-vis de leur population, y compris, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais le partenaire qui doit par-dessus tout adopter la COP21, c'est les Chinois. Donc optimiste ou pas? Optimiste, parce que les dirigeants chinois vont être obligés, compte tenu de l'état de l'opinion publique chinoise là-dessus. Donc on a 2 optimistes autour de la table. On va continuer, Ziad. Là, je vais faire ma petite seconde marxiste de l'émission, parce que les gros intérêts, excusez-moi, du capitalisme moderne n'ont pas intérêt aujourd'hui à un accord très contraignant, et donc l'industrie pétrolière, les industries extractives, etc. Plutôt négatif. Non, j'ai dit raisonnablement entre les deux. Je pense que politiquement, il y a un besoin qui est maintenant très clair et tout le monde le sait. Après, est-ce qu'on sera capable de modifier notre système de production pour l'adapter à ce grand projet écologique pour le monde de nos enfants? Ça, je ne suis pas sûr que Shell soit tout à fait d'accord pour le faire tout de suite, quoi. Martina? Alors, il faudrait un traité il faudrait un traité qui détermine vraiment à court, à moyen et à long terme la politique et pour garantir les investissements, etc. Donc, plutôt pessimiste. Plutôt pessimiste. On aura l'occasion d'en reparler. Avant de nous quitter... On refera une spéciale, c'est une très bonne idée. C'est l'occasion, ce sera une bonne occasion. Avant de nous quitter, comme toujours, la semaine de Dilemme en dessin. Il revient bien sûr sur la crise migratoire en Europe. On en parlait en début de semaine. Le rôle de la chancelière allemande ne lui a pas échappé. Angela Merkel déroule le tapis rouge aux migrants. Angela Merkel encore dans une posture moins avantageuse, qui rame en Méditerranée aux côtés de son homologue français François Hollande. Autre actualité, cette semaine en France, les agriculteurs désemparés ont déferlé à Paris en tracteur pour réclamer des aides. France Toujours, le Front National tient son université d'été ce week-end à Marseille, avec en toile de fond le parricide politique de Marine à son père. Et enfin, oui, c'est la rentrée, ces enfants sur le chemin de l'école qui s'interrogent sur leur avenir en France. Merci Dilemme, fidèle au poste pour cette nouvelle saison. Merci à vous 4 d'avoir fait cette rentrée de kiosque avec nous, c'est un plaisir. Merci à vous qui nous regardez. Et puis c'est parti pour une nouvelle saison. On vous dit à dimanche prochain et d'ici là, restez sur TV5 Monde.